Bonjour à vous, Jim, et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Bonjour Stéphane, alors on va parler du Liban avec peut-être un nouveau président qui serait nommé. On parlera aussi du débat entre Hillary Clinton et Donald Trump de cette semaine. Et on parlera également un peu de football. Il y avait 4 clubs belges en lice hier soir en Europa League. Il y avait également 2 clubs israéliens. On analysera tout ça avec vous. Mais on commence avec un article, Stéphane, que la MENA a publié hier. Un article qui parle des Kurdes. Alors, je vais essayer de résumer en tout cas les premières lignes de cet article. C'est l'armée turque qui publie un communiqué dans lequel elle a annoncé avoir conduit de nombreux raids aériens contre des objectifs des YPG. C'est l'unité de protection du peuple kurde qu'ils auraient tué entre 160 et 200 Peshmerga. Alors Stéphane, on va essayer d'y voir plus clair avec vous. Peut-être un rappel historique, un rappel des faits, parce qu'on sait que les Kurdes sont de fervents combattants de l'État islamique. Ça devient un allié des Américains. Mais en même temps, les Turcs, qui sont censés également combattre l'État islamique, bombardent les Kurdes. Alors Stéphane, pourquoi les Américains laissent faire? Ouais, en plus d'un article de la MENA, c'est un véritable massacre, Jim. C'est ce qui nous interpelle. C'est un article exclusif parce que tout simplement on a quelqu'un sur place, c'est Pervers Emal. Pour ceux qui lisent régulièrement la MENA, c'est le correspondant. C'est notre correspondant sur place dans le Rojava. Alors le Rojava, c'est la partie kurde de la Syrie. Le Rojava aujourd'hui est divisé en 2 gros secteurs, le secteur ouest qui est le secteur est qui est le plus grand, là où se situe la ville de Kobané. On se souvient tous du siège de Kobané il y a 2 ans. Il restait plus que 40% de la ville aux mains des combattants kurdes qu'on appelle les Peshmerga. Les Peshmerga, c'est ceux qui vont mourir, donc c'est tout un programme. C'est des gens c'est des combattants extraordinaires qui font d'ailleurs la plus grande partie du travail face à Daesh en Syrie et en Irak. En Irak, on le rappelle, on est en pleine bataille de Mossoul. Mossoul, c'est la capitale de Daesh, de l'État islamique en Irak. Et dans cette bataille de Mossoul, ce sont également les Peshmerga qui sont le fer de lance de la coalition, justement pour déloger les islamistes de cette ville dans lesquelles ils ont commis toutes les horreurs. Quand on a parlé du massacre des Yézidis, quand on a parlé de l'esclavage sexuel, quand on a parlé des exécutions sommaires, des coupages de tête, du fait de jeter des homosexuels à partir au building, mais ça s'est surtout passé justement à Mossoul. Et là aussi, ce sont les Peshmerga qui font l'essentiel du travail. Alors en Syrie, c'est la même chose. Face à Daesh, c'est toujours nos amis kurdes qui font le plus de tâches. Et ils ont été envoyés justement dans le centre du Rojava, tout au nord de la Syrie, juste à côté de la frontière turque. Et les Américains leur ont demandé en mai dernier de franchir l'Euphrate, donc de dépasser leur zone de confort pour aller bouter en fait le Daesh, le califat islamique, loin de la frontière turque, parce que Jim, c'est la Turquie qui fournit à Daesh les hommes, le matériel, les armes et les munitions. Alors pour l'armée américaine, pour le Pentagone, il était absolument nécessaire de couper cette voie d'approvisionnement, d'éloigner Daesh de la frontière en y envoyant les Peshmerga, les Kurdes comme d'habitude. Et puis il y a eu un gros clash, une grosse dispute qui n'a pas été médiatisée entre le président Obama et son armée. Et tout d'un coup, le président Obama a pris le parti des Turcs, qui voient d'un très mauvais œil la formation d'une entité kurde à sa frontière avec la Syrie. Et la Turquie a engagé une offensive militaire dans le nord de la Turquie, qui s'appelle d'ailleurs Bouclier de l'Euphrate. Et c'est au terme de cette offensive que mercredi, ils ont tout simplement massacré entre
160 et 200 peshmerga dans une zone de combat que les Kurdes venaient de reprendre à l'État islamique. Et puis ça s'est passé, Jim, sans que les États-Unis ne réagissent. Ça s'est passé alors que les États-Unis ont tout simplement laissé les Kurdes se faire massacrer, les Kurdes qui sont leurs principaux alliés, je le répète, en Syrie et en Irak. Les Kurdes qui n'ont pas de défense antiaérienne, qui se sont trouvés face à des avions turcs, des F-16, bien entendu d'origine américaine, avec des munitions américaines. Et les Américains ont certainement vu, ils sont présents sur place avec des milliers de soldats, avec des centaines de pilotes, de même que la coalition internationale avec des pilotes européens, y compris des pilotes belges. Eh bien, tout ce beau monde qui s'est servi des Kurdes pour aller faire la guerre à l'État islamique, notamment dans le nord de la Syrie. Les Kurdes ont fait le travail. Ils sont arrivés à Manbij. Ils ont coupé l'essentiel de l'approvisionnement de Daesh en Turquie. Il leur restait à peu près un mois pour le couper complètement. Tous les experts sont d'accord là-dessus. Et puis cette décision incompréhensible de Barack Obama avec ses acolytes Joe Biden et John Kerry, qui se sont rendus en Turquie et qui ont autorisé le président turc Erdogan à faire la guerre aux Kurdes. Mais ce qui est encore plus incompréhensible, c'est que au moment où ils ont lancé leur opération, au moment où ils ont franchi la frontière syrienne, eh bien, il y avait encore des soldats américains qui ont subi une partie des bombardements américains, jusqu'où va l'absurde. Donc, quand à la fin du mois d'août, le 24 exactement, eh bien, les forces turques ont commencé à bombarder les Kurdes. L'aviation américaine a participé à ce bombardement, notamment avec des bombardiers A-10 et des chasseurs bombardiers F-16, quand ils ont pris la ville de Jarabulus sur la frontière turque sans avoir réellement à combattre Daesh, puisqu'ils s'étaient entendus avec eux. Eh bien, ils ont bombardé les régions qui étaient tenues par les Kurdes et dans lesquelles il y avait des commandos américains et européens. Ça a l'air brouillon, c'est plus que brouillon, c'est dément, c'est absolument dément. Et l'épisode de mercredi est un épisode qui attriste non seulement les amis des Kurdes, mais les amis des Américains, pour cette amitié qu'on ne comprend pas exactement entre l'administration américaine, l'administration Obama et les potentats sunnites, les potentats musulmans sunnites, voire extrémistes au Moyen-Orient, y compris bien entendu le régime de Recep Erdogan en Turquie, mais également les Saoudiens, mais également les Émirats du Golfe. Eh bien, à la place de soutenir ces Kurdes qui nous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs que nous, et que l'Amérique surtout, et qui sont laïcs, eh bien, l'Amérique a permis ou les a laissés massacrer au mercredi dernier. Ce sont de grosses pertes et surtout l'Amérique a permis aux Turcs de bombarder les positions kurdes qui se battaient, qui venaient d'enlever ces positions à l'État islamique. Alors en Europe, aux États-Unis, on parle beaucoup de la guerre contre l'État islamique, mais mercredi, la Maison-Blanche, en n'intervenant pas, en laissant faire les Turcs, a permis aux Turcs de renforcer l'État islamique. C'est comme si c'était tiré dans la jambe. Et puis surtout, nos pensées vont avec ces gens qui nous sont proches, qui sont des gens tout à fait respectables et qui sont certainement les gens les plus respectables et honorables de la guerre civile en Syrie et en Irak. Et 160 et 200 sont morts. Ils sont morts à cause de la négligence, à cause de la malveillance, à cause des intérêts incompréhensibles de cette administration américaine et à cause du laisser-faire des États européens qui n'ont pas ni l'envie, ni la cohésion, ni la force de s'opposer justement à cette politique suicidaire de Washington, Jim.
Alors Stéphane, j'invite nos auditeurs à aller lire cet article de la Metula News Agency s'ils veulent encore plus de détails. Nous, on va passer à un autre sujet. On reste dans la région avec le Liban et l'ex-général Michel Aoun, qui pourrait bien devenir le nouveau président libanais. Il a en fait reçu hier l'appui d'un de ses adversaires, l'ancien premier ministre sunnite Saad Hariri. Alors Stéphane, vous l'avez rencontré, Michel Aoun, le peut-être futur président libanais. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cet homme? Alors on marche un petit peu sur des œufs, Jim, parce que je vais pas m'en cacher, je connais très bien Michel Aoun, le général Michel Aoun. Je vais peut-être ne pas aller plus loin dans les relations qu'on a eues. C'est bien sûr des relations strictement professionnelles en tant qu'analyste stratégique. C'est comme ça, c'est sous ce chapeau que j'ai rencontré à de très nombreuses reprises le général lors de son exil en France. Et pour la petite histoire, la promesse qu'il m'avait faite, c'est que le jour où il serait président du Liban, je serais avec mon chien qu'il aimait beaucoup, avec mon chien Naknik, le boxer, il aime beaucoup les boxers également, mais il avait promis que Naknik et moi serions les premiers invités qu'il aurait en tant que président du Liban au château présidentiel de Baabda. Malheureusement, ça fait déjà assez longtemps et Naknik n'est plus avec nous, mais on attend toujours de voir si le général Aoun tiendra cette invitation. Il semble bien, comme vous le dites, que cette fois-ci, il va réaliser son rêve d'être président du Liban. Parce que pour y parvenir, il a besoin de l'accord de toutes les autres composantes. Alors ça me rappelle ce qu'on vient de dire sur les Kurdes. Je conçois aisément que pour des Européens, c'est pas des gens qui ont la connaissance du Moyen-Orient qui est celle des auditeurs de Radio Judaïka, mais pour le commun des mortels, ça peut paraître très très compliqué alors que ça ne l'est pas vraiment. Et la situation au Liban est encore plus complexe pour ceux qui ne la connaissent pas. Mais disons brièvement qu'au Liban, il y a trois forces principales, trois communautés principales. Les chrétiens qui représentent à peu près 20% de la population, mais les chrétiens qui constitutionnellement possèdent la fonction de président de la République. C'est-à-dire que le président au Liban doit être chrétien. Et puis la plus grande communauté, c'est celle des chiites. Les chiites qui sont à peu près 33-34%, et les chiites se voient remettre constitutionnellement de nouveau la présidence du Parlement au Liban. Et puis le troisième grand groupe, ce sont les sunnites. Les sunnites, vous avez parlé de Saad Hariri. Saad Hariri, c'est leur leader actuel. Il est le fils de Rafik Hariri qui avait précisément été assassiné par les Syriens et par leurs amis chiites libanais du Hezbollah. Et Saad Hariri s'était toujours opposé à ce que Michel Aoun devienne président, et devant le blocage qui existe au Liban depuis mai 2014, ça fait depuis mai 2014 que ces communautés sont absolument incapables de se mettre d'accord sur le nom d'un candidat à la présidence de la République et conséquemment pour former un gouvernement, c'est-à-dire qu'on a des ministres intérimaires, on ne sait pas exactement qui leur obéit et à qui surtout eux obéissent, et on n'a plus de président, et en désespoir de cause presque, eh bien Saad Hariri est aujourd'hui prêt à soutenir cette candidature de notre ami Michel Aoun à la présidence. Et bon, rien ne sera simple, rien ne va se faire demain matin à l'aube, parce que au Liban tout est très compliqué et le résultat de longues tractations. Mais il semble cette fois que le rêve de Michel Aoun va se réaliser et qu'il va entrer dans ce palais présidentiel de Baabda pour y remplir les fonctions de président de la République. Alors, Jim, peut-être qu'on peut dresser un petit portrait de Michel Aoun, si cela nous intéresse. Ben, on perdra un peu de temps sur le débat Trump-Clinton. C'est vous qui décidez, Stéphane, ce matin. Je crois que c'est plus important parce que il y a déjà eu pas mal de commentaires d'autres médias sur le débat Trump-Clinton.
et qu'il est préférable parce que ça risque d'être une des personnalités majeures au Moyen-Orient, en tout cas au Proche-Orient, durant les années à venir. Bon, il n'est pas très jeune, hein. On ne sait pas exactement quand il est né, Jim. Lui non plus. On ne sait pas si c'est en 1933 ou en 1935. Il faut dire qu'à l'époque, au Liban, on tenait pas très bien ce genre de rapport sur la naissance des enfants. Surtout que Michel Aoun est né dans une famille chrétienne maronite très modeste. Son père était boucher. Mais il a quand même pu recevoir chez les religieux une très bonne éducation. Michel Aoun parle en français parfait, il l'écrit également parfaitement. Et ensuite, il a été envoyé en France dans des écoles militaires pour apprendre le métier de l'artillerie et également dans l'Oklahoma, dans des écoles militaires. Et puis vint son heure de gloire, cette période qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de Libanais espèrent qu'il va devenir président de la République. Ça se passe en 1983, Jim. Il est à la tête des 5e et 8e brigades de chars au Liban, et il va tenir tête pendant plusieurs années à la pression syrienne, les Syriens qui veulent envahir la totalité du Liban. Alors dans la montagne libanaise, à l'est de Beyrouth, se déroulent des combats que personne ne voit, mais des combats d'une intensité extraordinaire, avec des Syriens qui disposent de l'armement russe le plus moderne et du soutien des conseillers russes qui veulent ouvrir la brèche vers Damas. Et ce petit général, avec 2 brigades de vieux chars centurions, qui parvient pendant des années à les bloquer, à les vaincre et à même remporter de très grosses batailles. Et puis grâce à cela, il va être nommé Michel Aoun, il va être nommé à la tête de l'armée libanaise, et il va peut-être commettre l'erreur de vouloir mener une guerre frontale et globale contre la Syrie. Il appelle cela d'ailleurs la guerre de libération. Ça commence très bien, mais en 89, il est trahi par les siens, il est trahi par les chrétiens, il est trahi par le docteur Samir Jaja, qui existe toujours, qui est qui est à la tête du parti très important des forces libanaises. Jaja rejoint les Syriens, et les chrétiens opposés à Aoun plus les Syriens parviennent à forcer le blocus que Aoun tenait sur la région de Beyrouth. Ils entrent à Beyrouth, ils entrent au palais de Baabda, et en 1990, Michel Aoun, le héros du Liban, le dernier espoir de pratiquement tous les Libanais face à la conquête et l'occupation syrienne, est obligé de se rendre à l'ambassade de France. De l'ambassade de France, il est exfiltré en France. Il va passer en France en exil très douloureux de 1990 à 2005. Et en 2005, après l'assassinat de Rafik Hariri, il entre au Liban et il tourne sa veste, c'est-à-dire il quitte en fait le camp chrétien, il quitte les indépendantistes libanais dont il était le chef, il devient un ami des Syriens, un ami des Iraniens. Il se rend d'ailleurs à Téhéran, et ça on comprend pas ici à Mettoula, et par rapport à tout ce qu'il nous avait dit, ce qu'il peut faire en Iran. Et puis il devient surtout l'ami du Hezbollah, et ce qui l'empêche de lier des liens nécessaires pour devenir président avec les autres chrétiens ainsi qu'avec les sunnites. Et puis finalement, comme on l'a dit ce matin, en désespoir de cause, parce qu'il est plus important d'avoir un président au Liban que pas de président du tout, et parce que la personnalité de Michel Aoun donne tout de même quelques gages de sérieux, de moralité et d'amour du Liban. Eh bien, la grande nouvelle, c'est justement que Saad Hariri, c'est-à-dire les sunnites, la deuxième plus grande communauté du Liban, accepte sa candidature à la présidence. Et maintenant, on risque d'avoir un nouveau président qui m'a promis personnellement qu'il ferait la paix avec Israël, mais ça c'était avant son retournement de veste. Aujourd'hui, c'est le plus grand allié du Hezbollah, mais lorsqu'il sera président, c'est un homme ambitieux, c'est un homme qui veut changer les choses, c'est un homme qui veut laisser son nom dans l'histoire. On va voir s'il est capable ou non
de tenir ses promesses, Jim. Stéphane, il est déjà 8 heures passées de 21 minutes. On a déjà dépassé le délai. On va dire au revoir au débat Trump-Clinton. Je vais quand même vous laisser dire un petit mot sur le foot israélien parce que je sais que vous aimez ça, Stéphane. Alors hier, on avait le Maccabi Tel Aviv qui a surpris avec une défaite. Ils avaient pourtant bien débuté cette campagne avec un 4-6 face à Southampton et l'Inter de Milan, rien que ça. Et de l'autre côté, on a ça c'était la Poel Beersheva, pardon. Là c'était la Poel Beersheva, on a le Maccabi Tel Aviv vous avez parlé de Apoel Beersheva. Oui, et de l'autre côté, on a le Maccabi Tel Aviv qui a battu la Z Alkmaar. Alors Stéphane, une simple question et je vais vous demander d'être assez bref. Est-ce qu'on a une chance de voir au moins un club israélien en 16e de finale de l'Europa League cette année? Alors, je vais être très bref. On a eu des très beaux matchs hier. On a eu des très beaux matchs et on avait l'habitude d'avoir des équipes israéliennes à la traîne, des équipes qui étaient dominées. Ça n'a pas été le cas hier. Alors effectivement, Apoel Beersheva a perdu contre Sparta Prague à Beersheva 1-0, mais Apoel Beersheva a peut-être joué son meilleur match depuis très très longtemps. Apoel Beersheva a joué comme une grande équipe de football. C'était du football champagne. Je me rappelle pas d'en avoir vu en Israël joué par des clubs israéliens depuis très très longtemps. Apoel Beersheva a une très belle équipe et la réponse est oui. Si Apoel Beersheva gagne dans 2 semaines le match retour à Prague, et c'est tout à fait possible parce qu'ils jouent beaucoup mieux que les Tchèques, eh bien ils ont une grande chance de se qualifier pour la suite de la compétition. Quant à Maccabi à Tel Aviv, ils nous ont surpris à Alkmaar, ils ont aussi joué en jeu très ouvert, ils ont d'abord mené 1-0, ils se sont fait rejoindre à 1-1 dans un stade en jouant à l'extérieur, et puis ils ont arraché la victoire. Aussi, c'est une très belle soirée pour le football israélien. Les joueurs de Maccabi Tel Aviv ont eux aussi une très bonne chance, une très bonne carte à jouer pour continuer dans cette compétition. On est peut-être à l'aube du renouveau dont on parle depuis longtemps entre nous ici, avec nos amis auditeurs de Radio Judaïka, peut-être à l'aube d'un renouveau du football israélien. C'était une bonne soirée, en dépit de la défaite à domicile, justement, d'Apoel Beersheva. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Stéphane. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Stéphane, on vous retrouvera vendredi prochain, comme tous les vendredis d'ailleurs. Toujours avec le même plaisir, en vous souhaitant une bonne fin de semaine, un bon week-end à Bruxelles.